Merci beaucoup. Madame la coprésidente, monsieur le coprésident, mesdames et messieurs les élus, et mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je suis très heureuse d'être là avec vous pour ce colloque de la PGL. Même si je m'en excuse par avance, je devrais partir assez rapidement ayant d'autres impondérables dans la journée, mais des membres de mon cabinet resteront pour profiter de la suite du colloque, ainsi que des membres de la DILCRA que vous connaissez bien et qui seront là et qui vont assister à la suite du colloque, ce qui est important pour nous parce que je vois que le programme qui a été constitué par la PGL aujourd'hui est un programme vraiment dense et riche et que je trouve assez original dans sa façon d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas être là uniquement dans un débat qu'on pourrait avoir dans une forme d'entre-soi, mais vraiment dans un débat ouvert et dans lequel on va aller en profondeur pour voir comment, au-delà des oui, non ou des pour, contre, quoi que ce soit, vous allez vraiment travailler en donnant la parole aux premières et aux premiers concernés. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est primordial et qu'on voit très peu dans les médias. Ça a été relevé par de nombreux analystes et de nombreux journalistes engagés, mais pas par la majorité. C'est vrai que si on prend la question de la PMA, on parle quand même d'un engagement pour les femmes célibataires ou pour les femmes en couple lesbienne. Et il est rarissime que sur des plateaux de télévision, on donne la parole à ces femmes-là pour parler de la PMA. Donc je crois qu'il est vraiment important qu'on puisse avoir un débat avec l'ensemble des parties prenantes, mais surtout des échanges avec les personnes qui sont les premières concernées et qui puissent venir en témoigner. Vous allez parler dans cette première table ronde de la question du mariage pour tous. Je crois qu'il est unanime et il ne fait pas débat ici que le mariage pour tous a apporté des avancées considérable dans la société, non seulement l'égalité conjugale entre les couples de même sexe et les couples hétérosexuels, mais aussi et surtout, je dirais, a permis de faire évoluer les mentalités dans la société, puisqu'on voit que maintenant, il y a dans la société un taux, entre guillemets, d'acceptation du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe qui est extrêmement élevé et qui ne fait plus débat dans la majorité de la société, mais qui fait débat à cause d'une frange minoritaire, mais la majorité silencieuse du pays ne fait pas débat et ne remet pas du tout en cause le mariage pour tous. Même si on voit, et on a vu encore récemment, d'abord dans le cadre des débats bioéthiques, la consultation bioéthique, puis ensuite dans le cadre du lancement du grand débat national avec la consultation en ligne du CESE, on a vu qu'il y a encore, de la part des opposants au mariage pour tous, une capacité de troller le débat. Je pense qu'on ne peut pas le dire autrement que cela, et de faire comme si la volonté de remettre en cause le mariage pour tous était une volonté d'une grande partie de la société, alors que fondamentalement, toutes les études nous prouvent que ça n'est pas le cas. Et d'après une étude IFOP de 2016, 63% des Français voyaient les parents homosexuels ayant des enfants comme une famille à part entière. Et je crois que c'est important de le souligner. Et cette égalité des droits, elle a permis une meilleure acceptation donc des couples et aussi une plus grande visibilité avec l'institution du mariage en France qui reste quelque chose qui donne justement une visibilité dans les couples, dans les médias comme dans la rue. Et je sais que certaines et certains expliquent par cela en partie la recrudescence des actes anti-LGBT, mais moi je dirais que ça explique surtout la moindre tolérance envers ces actes. On sait qu'il y a une augmentation des plaintes pour les actes homophobes, on sait que ça correspond à une véritable augmentation des actes homophobes, l'étude SOS homophobie notamment nous permet de mettre ça en exergue, mais je crois que ça correspond aussi à une moindre tolérance et à une meilleure qualification maintenant de ce qu'est l'homophobie. Des faits qui il y a 10 ans passaient pour des violences gratuites ou pour des attaques non fondées sont maintenant qualifiés davantage, pas encore suffisamment, mais davantage comme des actes homophobes. Et donc c'est un progrès de société vers lequel on doit continuer à avancer. Je crois que maintenant nous devons aller plus loin dans l'égalité des droits pour les familles, parce que la loi Taubira n'a pas permis de régler toutes les situations, ça a été dit, et je sais que c'est un sujet qui est porté fortement par la PGL, en particulier en ce qui concerne la PMA, mais aussi en ce qui concerne la reconnaissance des enfants nés par GPA à l'étranger. Je voudrais rappeler d'abord les engagements de campagne du président de la République. Parce que j'ai cru comprendre que ça pouvait être parfois discuté, mais je rappelle que le candidat, alors Emmanuel Macron, avait bien indiqué dans son programme, dans la thématique famille et société, je cite, « Nous sommes favorables à l'ouverture de la procréation médicalement assistée, PMA,
pour les femmes seules et pour les couples de femmes. Il n'y a pas de justification juridique pour que la PMA ne leur soit pas ouverte. C'était donc bien un engagement de campagne écrit du président de la République et c'est un engagement qui a aussi été porté par les députés de la majorité de la République En Marche lors de l'élection législative et donc en toute logique, le gouvernement tiendra cet engagement d'ouvrir la PMA à toutes les femmes. Je voudrais souligner que d'après un sondage IFOP de 2018, pour la DFH, 64% des Français soutiennent l'ouverture de la PMA aux couples des femmes. C'est plus 4 points en un an. Donc ça veut dire qu'on a raison, je crois, de mettre aussi le sujet dans le débat et de continuer à le soutenir. Et 58% sont pour que les femmes seules ou les couples de femmes lesbiennes bénéficient du même niveau de prise en charge que les personnes ne pouvant pas avoir d'enfants pour des causes médicales. Ça tombe bien parce que c'est aussi un engagement du gouvernement, un engagement du mouvement La République En Marche et un engagement des députés de la majorité parce que je crois qu'on ne répare pas une discrimination en créant une nouvelle discrimination. C'est-à-dire que si on ouvrait la PMA pour les couples de femmes au motif qu'actuellement c'est une discrimination qu'elle ne soit ouverte qu'aux femmes qui sont en couple avec des hommes, si on ne les remboursait pas, on créerait une autre discrimination puisqu'il y aurait un même accès à la PMA, mais l'un des deux ne serait pas remboursé et donc ce serait aussi une discrimination. Donc pour moi c'est un sujet, la prise en charge, qui ne fait même pas débat puisque on est là dans un sujet simplement de droit. Si on ne veut pas positionner le débat sur une question de justice, d'équité, d'égalité, je crois qu'il faut le positionner sur le plan du droit et sur le plan du droit, on ne peut pas créer une discrimination. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui est en charge de la loi bioéthique avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a indiqué que le projet de loi bioéthique serait déposé en Conseil des ministres pendant le premier semestre de l'année 2019 et que le gouvernement organiserait dans les prochaines semaines des séminaires pour les députés et les sénateurs sur 4 thèmes de bioéthique. Vous savez que la PMA n'est pas du tout le seul thème de révision des lois bioéthiques. Je pense à la procréation, la recherche sur l'embryon, la filiation et les diagnostics génétiques. Il y a de nombreux organismes scientifiques et très sérieux qui se sont aussi prononcés pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le CCNE à 2 reprises, le ouverture un dossier. On peut considérer que ça n'est pas un dossier urgent au regard d'autres dossiers, mais néanmoins, quand on est dans la vie de ces femmes, et je ne vous l'explique pas parce que c'est plutôt à vous de me l'expliquer, de nombreuses personnes que j'ai reçues l'ont détaillé, eh bien, il y a urgence quand on a attendu des années avant bonne loi. Le président de la République, du Premier ministre d'Agnès Buzyn et Nicole Belloubet pour préparer justement ces prochaines rencontres de travail avec les parlementaires, avec les associations qui devront être écoutées, qui ont déjà commencé à être. Nous avons reçu l'ensemble des associations de défense des personnes LGBT, moi, de nombreuses reprises, avec Frédéric Potier, le DILCRA, mais aussi lors d'une grande réunion avec le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui est également très engagé pour faire en sorte que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes survienne le plus rapidement possible et que cet engagement soit tenu dans l'année. Mais nous avons aussi reçu, autour du président de la République, à l'Élysée, l'ensemble des associations. Et à cette occasion, la PGL était présente et a pu s'exprimer très clairement et faire part de son analyse et de ses revendications auprès du président de la République, qui les a entendues. L'une des demandes qui a été faite au président lors de ces rencontres, c'était de lancer une campagne liée à l'éducation dans les collèges et dans les lycées contre l'homophobie, contre la transphobie.
Cette réunion à l'Élysée, elle a eu lieu fin novembre et là, nous avons lancé avec Jean-Michel Blanquer une grande campagne qui s'appelle « Ça suffit, tous alliés, tous égaux » dans les collèges et dans les lycées, qui est couplée avec le numéro de téléphone que vous connaissez. Et ces campagnes d'affichage, elles visent à refuser l'homophobie et la transphobie dans les établissements scolaires et à sensibiliser les enseignants, les personnels éducatifs pour faire en sorte que ce sujet ne soit plus couvert et ne soit plus un sujet tabou, mais que ce soit bel et bien un sujet qui soit vraiment abordé et qui puisse être combattu au sein même des écoles. À cet égard, nous avons mené un certain nombre d'expérimentations dans le cadre du plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Nous avons fait un déplacement aussi avec Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron dans lequel nous avons expérimenté avec des associations des jeux de société qui permettent de façon assez ludique d'aborder la question de l'homophobie dans la classe avec les collégiens et de pouvoir de cette manière en parler et lutter contre les phénomènes d'homophobie. Je voudrais vous dire également que nous allons travailler davantage pour faire en sorte que les propos homophobes, biphobes et transphobes soient bannis des réseaux sociaux. Nous sommes en train de travailler à une loi qui sera présentée cette année pour faire en sorte que les réseaux sociaux soient bien plus réactifs qu'ils ne le sont actuellement. Parce que la quantité des propos homophobes et transphobes qui vont jusqu'aux menaces de mort et jusqu'au harcèlement répété est tout simplement scandaleuse. Nous sommes en train d'expérimenter des régulateurs avec Facebook pour faire en sorte d'avoir des process de signalement plus rapides, mais on a clairement un angle mort avec Twitter qui n'y met pas du sien, pour dire les choses très simplement. La France prend la présidence du G7 en 2019, après le Canada. Et la question du cyberharcèlement sera une question centrale de nos travaux sur l'égalité femmes-hommes dans le cadre de la présidence du G7. Et nous avons déjà commencé à travailler avec le gouvernement canadien qui avait la présidence l'année précédente. Et nous sommes en train de travailler, nous avons fait déjà des rendez-vous sur ce sujet à la Maison-Blanche à Washington pour essayer d'emmener avec nous et pour emmener avec nous l'administration américaine contre le cyberharcèlement pour faire en sorte que les gouvernements du G7 soient unis face à ces réseaux sociaux. Parce qu'on voit que ces dernières années, il y a eu quand même une mutation assez profonde de la manière dont se font les choses. C'est-à-dire que là, le gouvernement prend des lois, mais les réseaux sociaux s'affranchissent de ces lois, ne les appliquent pas et considèrent que leurs conditions d'utilisation sont au-dessus des lois de la République. Nous, c'est quelque chose contre lequel on s'élève extrêmement fortement et c'est pour ça que nous allons prévoir désormais des sanctions financières dans la prochaine loi qui est en train d'être étudiée. En tout cas, c'est la proposition que nous sommes en train de travailler pour faire en sorte de parler le langage des réseaux sociaux et de les faire réagir bien plus fortement. Vous savez qu'il y a eu un rapport parlementaire sur ce sujet sur lequel on se base fortement pour faire en sorte justement d'avoir maintenant des choses qui soient efficaces et plus seulement des droits formels à cet égard, mais véritablement des droits réels. Et je ne vais pas justement pas pouvoir rester plus longtemps parce que le rendez-vous que j'ai juste après se passe avec mon collègue Mounir Majoubi. Nous recevons d'autres associations LGBT qui ont déposé une plainte pour le harcèlement homophobe dont est victime le candidat qui va représenter la France à l'Eurovision, Bilal Hassani. Et je crois que c'est important de défendre aussi les personnalités publiques qui sont victimes d'homophobie et de transphobie parce que c'est une manière aussi de dire à la personne qui, elle, est peut-être jeune et peut-être toute seule dans son village et qui est victime d'homophobie, de biphobie ou de transphobie, que non, ce n'est pas normal et que oui, l'état de droit se tient avec cette personne. Pour terminer, je voudrais répondre à une phrase qu'on nous répète extrêmement souvent et qu'on m'a répété très souvent quand j'étais élue locale en charge des questions LGBT. À chaque fois que l'on voulait faire voter une subvention ou soutenir une initiative comme une Pride, un événement, un colloque, une conférence, nous avions toujours des élus du jadis Front National pour dire que c'était une manière, et d'ailleurs des élus des Républicains aussi, pour dire que c'était une manière d'exposer la sexualité des personnes homosexuelles. Ce à quoi j'aimerais répondre et j'aimerais qu'on puisse recentrer à chaque fois le débat pour rappeler que quand un couple hétérosexuel amène son enfant à l'école ou quand un couple hétérosexuel annonce qu'il a envie d'avoir un bébé, personne jamais ne songe à dire à ce couple hétérosexuel qu'il est en train d'exposer sa sexualité. Donc quand un couple de même sexe fait part de son envie de fonder une famille, quand un couple de même sexe va à l'école pour inscrire son enfant, il n'est pas en train d'exposer sa sexualité, il est en train simplement de vouloir vivre sa vie de famille dans l'égalité telle qu'elle est prévue par la loi et par la Constitution. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon colloque.